Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 16 de la saison 8 de The Walking Dead. Je pense que beaucoup de personnes s'en doutaient et j'ai été déçue par cet épisode, ça n'a pas du tout rempli pour moi le cahier des charges. C'est-à-dire que pour moi c'était impossible de rater ce season finale, cette fin de guerre contre Negan par rapport à tout ce qui se passe dans le comic, c'est assez riche pour en faire un épisode assez extraordinaire et assez marquant. Et là pour le coup j'ai trouvé ça très bâclé, justement c'est ce que je pensais à la fin de l'épisode 15. Je me suis dit mais en un épisode, l'épisode 16, comment ils vont faire pour pouvoir aborder tous les thèmes qui sont abordés dans le comic, tous les événements qui s'y produisent, ce serait très compliqué et effectivement, ils n'ont pas du tout rempli le contrat, ça n'a pas été réussi. Alors du coup, j'ai eu une nuit pour me poser la question, est-ce que ça vient peut-être du fait que j'en attendais beaucoup par rapport à ce qui se passe dans le comics? Est-ce que le fait que j'ai lu le comics peut-être a pu influer sur ma perception de l'épisode? Et au final, j'en suis venue à la conclusion que j'ai lu le comics ou non, finalement ça n'aurait rien changé du tout. Si vraiment on prend l'épisode en tant que tel, si c'était un épisode lambda, bon c'est un épisode qui est plutôt correct, avec des choses plutôt très intéressantes d'ailleurs, mais si on prend cet épisode en tant que season finale, là c'est clairement pas à la hauteur. C'est-à-dire que pour moi ça devait être quelque chose vraiment d'extraordinaire, de marquant, quelque chose dont on se souviendra pendant très longtemps. Surtout que Gimple l'avait dit, cet épisode est censé clore les 8 premières saisons, donc ça doit être quand même quelque chose d'impactant. Et là, je suis désolée, vous avez pas mis le paquet. Néanmoins, par certains aspects, l'épisode était quand même super intéressant. J'ai trouvé déjà que c'était très très émouvant, c'est-à-dire toutes les petites scènes où on voit Rick avec Carl quand il était petit, voilà, tous ces petits flashbacks justement que je demandais dans l'épisode 9 et qui n'étaient pas arrivés. De les voir à ce moment-là, finalement, c'était peut-être plus intéressant avec le recul. J'ai trouvé ça super émouvant, d'autant plus que la décision finale de Rick de sauver Negan, c'est quand même lié à Carl. Donc là, c'est vrai qu'on nous rappelle un peu pendant tout l'épisode, parce que je crois qu'on voit vraiment Rick et Carl au début de l'épisode, on les revoit un peu vers la fin, et puis vraiment pour clore l'épisode, vraiment pour montrer que Rick a fini ses étapes du deuil, je vous parlais de ses étapes du deuil à chaque fois, et effectivement, lorsque Rick demande à Siddiq de quelle manière est mort son fils, ça lui permet justement de connaître ses motivations, et donc, au final, d'accepter son choix et donc d'accepter sa mort. Dans cet épisode, nous avons pu avoir la réponse à de nombreuses questions, dont une qui nous intéressait particulièrement, c'était est-ce que Eugène était un traître ou non? Et effectivement, lorsque Eugène va passer une balle à Negan pour qu'il puisse la tester, on se doute bien que celle-là c'est une bonne balle qui fonctionne bien et que toutes les autres ont été sabotées. Enfin, je veux dire, c'est juste ça coule de source en fait. Je pense qu'on ne montrait pas cette scène pour rien, surtout de la façon dont ça a été tourné ou par rapport au dialogue. Ça montre très bien que finalement Eugène se fait passer pour un méchant pour au final doubler tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il poursuit Gabriel et qu'il en veut, parce que pour lui, Gabriel risque de faire foirer tout son plan. Il veut justement pas que Gabriel prévienne le groupe de Rick, puisque de toute façon, le plan consistait à ce que de toute façon, Negan fasse son plan jusqu'au bout, sauf qu'à la fin, lorsqu'il pense pouvoir piéger Rick, toutes les armes explosent et tuent quand même un certain nombre de Saviors. J'ai beaucoup apprécié que Rosita sauve la vie d'Eugène, et ce qui est étonnant, c'est que quand même, elle va lui sauver la vie et qu'après, elle va lui demander si c'est lui qui a réalisé tout ça. Donc je me suis dit, en fait, au final, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle lui aurait sauvé la vie, peut-être même pour le tuer elle-même, je sais pas. En tout cas, elle s'est rendue compte que c'est quand même Eugène qui est quand même l'instigateur de cette victoire, puisque Dwight était totalement hors jeu. Dwight qui était en plus avec la tenue de Daryl. Je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle Daryl l'a laissé en vie, puisque finalement, Dwight est passé par la même chose que Daryl. Quand même, Dwight il est passé par des choses quand même pires, parce qu'il s'est quand même fait brûler le visage et autres, sauf que ça arrivera pas à Daryl, parce que Daryl a beaucoup de fans, donc forcément. Mais en tout cas, ce qui a mené Daryl donc à bannir Dwight des communautés carrément, c'est-à-dire que pour l'instant on n'est pas censé revoir Dwight, il a dit qu'il était censé revenir, il le buterait. Ce qui nous laisse évidemment penser que Dwight va revenir, qui plus est, on a quand même une happy end pour pas mal de personnages, et surtout pour Dwight qui finalement se rend compte que Cherry est toujours en vie. Et là il y a beaucoup de spéculations par rapport à Cherry, puisque le symbole infini qui est marqué sur la lettre, c'est le même qu'il y a sur la ceinture d'Alpha. Donc il y a des gens qui partent du principe que Cherry pourrait être Alpha et tout ça. Pour moi, aucun des personnages qui est présent actuellement dans la série n'est Alpha, ce sera un nouveau personnage, très clairement, je pense que ça va être ça. Mais en tout cas, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va devenir de Dwight? Est-ce que du coup il va essayer de chercher Cherry? Est-ce que c'est plutôt Cherry qui va revenir à lui? Je pense que oui. Est-ce qu'ils vont retourner au sanctuaire? Je pense que oui, parce que du coup se pose la question qui va reprendre le sanctuaire. On a l'impression que c'est Laura qui va le reprendre,
comprendre, puisque quand on a Tara et Rosita qui viennent aider le sanctuaire en ramenant des vitres, parce que souvenez-vous quand même, le groupe de Rick avait quand même tiré dans les vitres et tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ramène les vitres. Et d'ailleurs elles font signe à Laura, et c'est même Laura qui dit qu'ils se rendent et tout ça. Donc on peut partir du principe qu'en ce moment c'est Laura qui pourrait diriger le sanctuaire, mais pourquoi pas Dwight et Cherry pourraient revenir, et donc on assisterait à quelque chose de similaire aux comics. Néanmoins, évidemment, ce sera pas du tout au goût de Daryl, qui risque de vouloir faire sa petite vendetta, sachant qu'il y en a déjà une autre en préparation. Du côté de Morgan, je trouve qu'on a eu un dialogue qui a été très intéressant entre lui et Rick, et Morgan, qui est quand même le personnage que je trouve quand même le pire des deux en termes de folie meurtrière, quoique Rick, quelques épisodes avant, était quand même pas mal dans son genre. Le fait que Morgan se rende compte qu'ils ont changé tous les deux, mais vraiment en pire, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis le début de l'Apocalypse, et donc ils ont pu jauger tous les deux leur évolution, et Morgan se rend compte, se dit que finalement on est quand même pire qu'avant. Je veux dire, t'as fait quelque chose, Rick, quand même t'as donné ta parole à un savior que t'allais pas le tuer, et au final tu as trucidé. Et c'est vrai que c'était choquant, c'est une scène qui vraiment m'a marqué. Je pense qu'il me marquera pendant très longtemps parce que c'était cruel et quelque part un peu gratuit, même si on comprend derrière les motivations de Rick. C'est vrai que c'était quand même assez gratuit de promettre à quelqu'un de laisser la vie pour au final le tuer, alors que finalement cette personne elle était plutôt inoffensive, puisque finalement elle allait quand même être du côté de Rick, tout comme les saviors qui sont allés aider pour aller emmener les rôdeurs un petit peu plus loin et tout, et qui en plus ont combattu aux côtés de la communauté. Donc Morgan, c'est quand même, je trouve, le pire des deux, et qui quand même à un moment donné se rend compte, bah oui, on a changé en fait, et c'est là où on voit quand même qu'il y a une grosse évolution. C'est-à-dire qu'avant il avait pas assez de recul pour se rendre compte de tout ça, et là il se dit mais finalement on est devenus des monstres en fait, même si c'est pour sauver la vie des gens, on est devenus des monstres, et ça, ce genre de choses, bah Rick, tu l'aurais pas fait avant. Donc ça fait peut-être certainement un déclic à Rick, en plus du fait de ce que lui a dit Carl, c'est-à-dire que toute vie est précieuse, hein. D'ailleurs ironiquement c'était un discours qu'avait Morgan pendant très longtemps, qu'il veuille aussi qu'il fasse la paix avec Negan et qu'il fasse revenir le monde d'avant. Donc ça c'est le genre de choses de toute façon qui va arriver. Et Morgan, dans sa folie, se dit aussi qu'il peut blesser ou tuer quelqu'un qu'il aime, puisqu'il est quand même sur le point de tuer Henry. Heureusement il se rend compte au dernier moment que c'est Henry, mais bon très clairement il dit quand même que c'est un danger. Donc il va se retirer de la communauté avant d'avoir justement une petite discussion avec Jesus, en disant Jesus qui dit oui tu devrais essayer ce côté-là pour les morts et ce côté-là pour les vivants, alors que bon avant c'était son truc qui était pas du tout taillé, et puis il arrivait bien à tuer et en même temps il arrivait à tout faire. Mais on va revenir sur le cas de Jesus après, parce que ça c'est le cas typique qui m'énerve énormément, et je pense que ça va être assez salé. En tout cas Morgan qui va donc s'éloigner de la communauté, qui va donc aller à la décharge de Jadis, et là scène vraiment ça m'a pris au trip, vraiment j'avais vraiment les boules, je pense que ça se voyait vraiment dans la réaction, parce que j'aime énormément cet acteur, vraiment je suis très contente qu'il meure pas, qu'il ait pas d'issue fatale ou quoi que ce soit, et que bon du coup effectivement il sera plus dans The Walking Dead, ça me rend très triste, mais on va le voir dans Fear the Walking Dead, on le voit même actuellement, donc voilà je suis quand même assez rassurée. Mais c'est vrai que cette scène quand il dit voilà j'ai besoin de rester seul et tout, enfin moi c'est vraiment ça m'a pris au trip, j'ai trouvé, je sais pas en fait, on peut mettre Morgan dans n'importe quel contexte avec un moment un peu triste, bah je vais chialer en fait, parce que j'adore ce personnage. Je trouve que Lily James il a vraiment donné une plus-value au personnage, c'est-à-dire que dans le comics je mets bien Morgan mais sans plus quoi, c'était pas le personnage auquel on s'attachait le plus, c'était pas le personnage le plus profond des comics ou quoi que ce soit, ou celui auquel on va s'attacher le plus, mais l'interprétation de Lily James, et malgré le fait que je trouve que le personnage a écrit un peu n'importe comment, c'est-à-dire que on arrive à un point où je comprends plus grand chose en fait, je sais pas trop dans quelle voie il va et tout ça, et je pense que de toute façon c'est fait aussi exprès pour qu'on explore un petit peu plus tout ça dans Fear the Walking Dead, mais c'est vrai que voilà, des moments où j'étais totalement perdue par rapport à ça, mais Lily James arrive toujours à faire en sorte que on est attaché à ce personnage, on a envie qu'il survive, on s'intéresse vraiment à ce qu'il ressent, à ce qui va lui arriver, est-ce qu'il va être heureux un jour ou quoi que ce soit par rapport à tout ce qui lui arrivait avant. Justement on a beaucoup de compassion parce qu'il a perdu sa femme, il a perdu son fils, les autres personnages qui ont perdu des proches, mais par rapport à lui, comment il a vécu toutes ces choses, on se sent beaucoup plus attaché à lui, et par conséquent c'est triste de le voir quitter cette communauté. Donc dans The Walking Dead on n'aura pas les au revoir avec Rick et les autres, hein. C'est ce que j'ai trouvé très dommage. On aura plus ou moins ça dans l'épisode 1 de Fear the Walking Dead, sauf que c'est pas vraiment un au revoir, c'est plutôt voilà, bon là je mets un petit spoiler, mais en gros les personnages vont l'inciter à revenir avec eux, sauf que Morgan va s'en aller. Et le truc dont j'ai vraiment pas envie que ça arrive, c'est vraiment qu'on fasse un espèce de MCU, voilà, vous savez, le Marvel Cinematic Universe, où on est obligé de regarder chaque film de tout l'univers pour pouvoir comprendre les autres films. Voilà, c'est ça, j'ai pas envie que The Walking Dead, à un bout d'un moment, il y a tellement de spin-off qu'on soit obligé de regarder tous les spin-offs pour comprendre à quel moment, machin, pour qu'on ait la suite de l'histoire, ce genre de choses. Là, du coup, on n'a pas conclu, on n'a pas fait les au revoir de Morgan à la série, mais par contre, il fait ses au revoir à Rick et les autres dans une autre série.
Je comprends qu'il y ait le crossover et tout, je comprends la démarche quelque part, mais moi je trouve que demain, voilà, je décide moi de regarder juste The Walking Dead, bah j'ai pas ça en fait. Pour moi, on n'a pas conclu l'arc Morgan. Et je trouve ça quand même dommage. Et autre chose d'assez touchante, c'est aussi la réaction de Jadis. Jadis qui va donner son vrai prénom. Je pensais pas qu'elle aurait un prénom en fait aussi normal en fait. Je m'attendais à quelque chose d'assez extraordinaire ou peut-être je m'attendais pas à quoi que ce soit en fait. Mais on la voit très touchée du fait que malgré tout ce qui s'est passé, Rick ait envie de l'avoir à ses côtés parce qu'effectivement il faut le plus de monde possible pour construire. On va pas laisser les gens de côté ou autre malgré les différends. Maintenant on est quand même unis. Voilà, toutes les communautés vont être unies. Elle est toute seule. Si elle avait encore sa communauté, bon bah je pense qu'il ferait des échanges, ce genre de choses. Mais vu qu'elle est toute seule, bah, vaut mieux qu'elle revienne vers les autres. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que Morgan va dire à Jadis de ne pas rester seul et lui va dire qu'il veut rester seul parce qu'il en a besoin. Donc, quel va être l'avenir de Jadis? Et je pense qu'elle pourrait reprendre la relation qu'il y a entre Rick et Dwight dans les comics, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, bah, Rick et Dwight avaient tout pour justement ne pas s'entendre et au final finissent un petit peu par s'entendre. Voilà. Et on serait peut-être de même pour Jadis. Chose qu'on avait vue à des kilomètres, c'est l'arrivée d'Oceanside. Et là, j'ai envie de vous dire, pourquoi on nous a fait ce blabla depuis la saison 7 sur Oceanside pour au final qu'il soit pas vraiment essentiel à la victoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Oceanside, demain, ils étaient pas là. De toute façon, Rick et les autres, ils allaient gagner parce que de toute façon, Eugène a tué tellement de saviors, ou blessé du moins, tellement de saviors que de toute façon, limite à lui tout seul, il a fait la victoire. Là, clairement, Oceanside, ils étaient pas essentiels. Ils ont aidé, certes. Moi, je m'attendais réellement à ce que ces femmes-là, elles soient vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Rick et les autres allaient se retrouver dans une situation très délicate où finalement, effectivement, ils avaient tué pas mal de saviors, mais il y allait encore beaucoup en avoir qu'elle arrivait, et qu'au final, c'était elle qui allait sauver la vie de tout le monde. Elle, par exemple, avec les ex-saviors, d'ailleurs, qui vont aider Tara et tout ça, à la limite, ça aurait été super beau, mais ils sont juste, en fait, ouais, elles lancent des cocktails Molotov sur un petit groupe de saviors qui a pas l'air très très gros, je veux dire, c'était pas une menace énorme. Voilà, enfin je veux dire, on nous a fait tant d'épisodes, tant de blabla pour ça, alors Aaron, Tara, etc. et tout ça pour au final qu'elle lance des cocktails Molotov, voilà, en mode vénère. Ok. Voilà, on a conclu l'arc Oceanside. Alors, est-ce qu'on va les revoir et tout par la suite? Je pense que de toute façon, on va faire partie du réseau de communauté. Elles vont pouvoir vivre plus normalement et tout ça. Enfin voilà, je pense qu'on va vraiment voir l'évolution de la communauté. Mais faire tout un blabla pour cette scène qui dure à peu près 4 secondes, je ne vois pas l'intérêt. Quitte à les faire revenir, il fallait quand même quelque chose de beaucoup plus épique. Et là, pour le coup, inintéressant. Gabriel en aura bavé tout au long de cette saison et finalement il va s'en sortir en vie. Alors effectivement, j'ai beaucoup aimé cette dernière scène dans l'église. Donc effectivement, il arrive, son église est dans un état pitoyable, hein, totalement en cendres, hein, partiellement détruite, j'ai envie de dire, en tout cas de l'intérieur, voilà, il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Mais malgré tout ça, Gabriel a toujours la foi parce que malgré tout ce qu'il a traversé, finalement il y a quand même la victoire, finalement il y a toujours l'espoir. Et quand il regarde par la fenêtre qui a la petite lumière, et je trouve que là c'est vraiment la plus belle image de cet épisode parce que j'ai trouvé que niveau photographie c'était pas extraordinaire cet épisode, je m'attendais visuellement à autre chose, mais bon ça on en reparler plus tard. Mais cette lumière là, enfin la petite lueur par la fenêtre, c'était juste magnifique. Et quand Gabriel dit maintenant j'y vois clair, j'ai trouvé ça super subtil, super touchant. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de sa vue pour voir, mais c'est plutôt sa foi en fait qui le guide. Il n'a pas besoin de ses yeux pour le guider, mais c'est plutôt sa foi et c'est plutôt Dieu qui le guide. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle image et une belle conclusion après toutes ces péripéties qui sont arrivées à Gabriel. Rick va donc se battre avec Negan. Je m'attendais à une scène beaucoup plus longue, à l'image des comics avec beaucoup de dialogues, ce genre de choses, avec des réparties assez cinglantes et tout. Et au final, je pense que c'est ça qui m'a déçu le plus, mis à part le fait déjà, d'ailleurs je le disais dans la réaction, c'est-à-dire que toute la première moitié de l'épisode, il se passe quasiment rien, c'est mort, c'est mortel, il se passe pas grand-chose. Mais l'autre point qui m'a déçu, c'est cette bagarre en fait. C'est encore une fois, je veux dire, en plus une bagarre Rick Negan, c'est clairement pas la première fois qu'on voit ça. Je veux dire, on l'a vu il y a quelques épisodes, on l'avait vu aussi dans l'épisode 8, donc une bagarre Rick et Negan en soi, c'était plus si épatant que ça, il y avait plus rien d'extraordinaire, mais surtout c'était hyper court. Et effectivement, en plus, le truc du vitrail, on le voit venir à 3 km à partir du moment où Rick tire dans le vitrail, on sait qu'il y a un morceau qui est tombé, et donc si on a lu le comics, on sait effectivement qu'il va lui trancher la gorge, ça c'est cramé directement. J'aurais voulu peut-être qu'on amène ça différemment. En plus, sous l'arbre et tout, bon, on s'y attendait parce qu'effectivement on avait vu cette image de Rick blessé sous l'arbre, mais le lieu en lui-même, il est lambda en fait. Effectivement, il y a des vitraux et tout, mais le lieu, les lambda, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mis à part le fait que Negan ait les larmes aux yeux, justement, Rick, quand il dit oui, qu'il veut lui parler, ouais, il veut qu'il lui donne 10 secondes. Au début, Negan refuse catégoriquement parce que pour lui, il faut en finir. Voilà, maintenant, Rick, il a tellement dépassé les bornes depuis très très longtemps que maintenant, il faut en finir le plus vite possible. Dès qu'il a une opportunité de tuer Rick, il faut absolument le faire, donc là, il ne veut pas lui laisser le temps. Sauf que Rick va sortir la carte
Carl, et c'est vrai que comme on l'a vu dans l'épisode d'avant lorsque Michonne parle de Carl à Negan quand elle lui parle en talkie-walkie, Negan a toujours un petit temps, de latence, le temps de réagir, parce que c'est vrai que ça le touche. Alors effectivement, c'est assez compliqué et je le comprends pour beaucoup de gens quand on voit les épisodes de la série de se dire pourquoi Negan était vraiment attaché à Carl. Effectivement, voilà, il y avait toute la partie où il l'amène au sanctuaire et tout ça, mais je trouve que par rapport aux comics, c'est vrai qu'on ressentait un peu moins cette relation entre les deux et tout ça, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent ça un petit peu bizarre et en même temps, bon, ils ont quand même fait un petit peu le nécessaire pour qu'on comprenne, notamment par rapport à l'épisode 8 où Negan est assez étonné quand Carl lui dit bah oui, de toute façon je vais mourir et tout ça, et ça peine beaucoup Negan, parce que Negan le respecte énormément, et c'est surtout pour ça, voilà, c'est vraiment une relation qui était basée sur le respect. Lui, c'était un gamin, et le gamin, pour lui, il avait des coronesses. Et Negan, lui, ce qu'il aime le moins, et ce qui fait justement qu'il méprise la plupart des gens, c'est que pour lui, les gens sont faibles. Et là, il voit un gamin, et le gamin, lui, justement, il est peut-être plus fort que la plupart des gens qu'il a à protéger. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette relation entre Negan et Carl, et Negan qui va quand même avoir les larmes aux yeux. C'est vraiment un moment qui m'a surprise, parce que, ça, on voyait pas dans le comics, et ça, c'est peut-être plus impactant. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très intelligent de le voir, voilà, les larmes aux yeux. Enfin, cette expression de visage m'a vraiment marqué. Je pense qu'elle me marquera aussi pendant très très longtemps. Juste avant que Rick, en plus, lui assène un coup avec le petit morceau de vitrail, hein, lui tranche la gorge. C'est assez violent, voilà. Si en plus on n'a pas lu le comics, effectivement, ce moment-là précis est assez marquant. Surtout en plus, Negan qui dit oui, de toute façon, Carl il n'y connaissait rien. Pourquoi tu as fait ça? À ce moment-là, on a un quart de seconde en train de se dire mais il va quand même pas mourir là, les gars. Vous allez pas nous faire ce délire-là quand même. Non, vous allez pas nous faire ça, quoi. Mais bon, on se doute de toute façon que Negan va survivre, parce que Rick va demander à Siddiq de le sauver. De toute façon, Siddiq c'est le seul médecin, donc voilà, je veux dire, ce genre de choses, on s'en doutait, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit moment où je me suis dit oula, vous allez pas nous faire le coup de le faire mourir, ne serait-ce que par question de budget. Moi je me suis dit si un jour ils font mourir Negan, c'est juste parce que Jeffrey Dean Morgan il coûte trop cher. Mais bon, je pensais que c'était vraiment impensable. Donc Rick va demander à Siddiq de sauver Negan. Ça ne va pas faire plaisir à grand monde, et surtout à Maggie. Et là vraiment, par contre, l'interprétation de Lauren Cohan était juste extraordinaire. Je veux dire, j'ai jamais vu dans un état comme ça. Alors, en fait, elle hurle, mais vraiment, elle y met toutes ses tripes. J'ai trouvé que c'était vraiment réaliste, hein, clairement. On aurait dit que c'était vraiment elle qui avait perdu quelqu'un et qui voulait que justice soit faite, et c'est vrai qu'on peut comprendre la réaction de Maggie. Néanmoins, ce qu'il se passe en fin d'épisode, pour moi, c'est du délire total, en fait. Alors que Maggie, effectivement, elle a envie de se venger de Rick. Soit. Et là, on va en parler des cas qui m'énervent le plus. Jesus et Daryl, c'est peut-être deux personnages qui m'ont bien gonflé cette saison. Jesus, parce que lorsqu'on l'a rencontré à la saison 6, avec l'histoire du camion, machin et tout ça, ça ressemblait plutôt au personnage du comics. Je trouvais ça même sympa, c'était même un petit peu plus marrant, je trouve, que le personnage du comics, qui est un personnage qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. Et là, le mec un peu badass, un peu malicieux, on a fait un mec un peu peace and love. Alors, il est pas totalement peace and love, parce qu'effectivement, il participe quand même à la guerre contre Negan, donc forcément, il y aura des gens à tuer. Mais bon, lui, il essaye quand même de les neutraliser, donc il est un peu dans le délire peace and love avec Morgan, avec Maggie, etc. Faut pas tuer les saviors, Morgan essaye de pas tuer les gens mais de les neutraliser, etc. Je trouve que l'évolution du personnage, en plus du fait déjà que Jesus en lui-même, on voit quasiment pas beaucoup en fait dans cette saison 8, donc déjà le changement de caractère déjà est difficilement cohérent, et c'est difficile quand même de l'amener. À la limite, qu'on change des caractères des personnages, voilà, que par exemple Carol elle passe d'un état comme ça à un état comme ci, Morgan c'est pareil, je comprends. Mais alors là, Jesus, je ne comprends pas. Et donc, on nous fait donc le mec badass malicieux, on nous le fait en mode bisounours, et là on nous le fait en mode il va comploter avec Maggie et les autres pour foutre la merde avec Rick. À quel moment, même je pense que vous l'avez vu dans la réaction, mais je suis mais en fait pourquoi lui il la stoppe pas en fait, il sourit, il dit bah ouais ok d'accord, je suis partant. Non, en fait, je veux dire, t'as tout fait en sorte pour qu'il y ait la paix, que les choses se passent bien et tout, et tu vas aller comploter pour encore mettre le désordre, alors que maintenant, on a réglé tous les problèmes, enfin, tous les problèmes actuels, ils sont réglés, et tu vas engager Maggie dans cette voie-là, alors que, surtout pour quelque chose qui est personnel, je veux dire, Jesus, il a aucune rancœur personnelle par rapport à Negan, effectivement, il y a des gens peut-être qu'il aimait, enfin, des gens avec qui il vivait, qui sont morts, mais jusque-là, on n'a jamais entendu parler d'une rancœur personnelle envers Negan, donc ça n'a clairement pas de sens, moins qu'il soit amoureux de Maggie, mais non, parce qu'il est gay, donc... ces cas-là, je ne comprends pas en fait. Est-ce qu'il va la suivre au bout du monde? Enfin voilà, il saute d'un pont, tu vas sauter d'un pont.
Je ne comprends pas du tout, il n'y a aucun sens à ce truc-là. Donc Maggie qu'elle fasse ça, bon à la limite, mais Daryl. Donc Daryl, on nous fait toute l'histoire de oui, ce sont les deux frères qui vont se disputer, donc à un moment donné ils se bagarrent et tout, se mettent sur la tronche. Daryl il va faire n'importe quoi par la suite et risquer la vie de plein de gens. Mais Daryl après il est triste pour Rick parce qu'il a perdu Carl, donc on se dit bah quand même le mec il va pas aller appuyer, en plus d'aller foutre la merde avec Rick, alors que je veux dire, le mec il vient de faire son deuil et tout, enfin je veux dire tu le laisses tranquille, c'est censé être comme ton frère, c'est censé être ton meilleur ami, vous êtes censé être comme ça, et non tu vas continuer à foutre la merde et tout. Alors effectivement Maggie et Daryl eux personnellement ont à en vouloir à Negan, parce que bon même si effectivement c'est Dwight qui l'a enfermé et tout ça, c'est quand même sous les ordres de Negan, donc une fois qu'il a pardonné Dwight, parce que Dwight lui a quand même bien expliqué, et ça c'était quand même important d'entendre ça, et ça par contre c'était une très bonne idée, Dwight qui se justifie en disant qu'il assumait néanmoins ce qu'il a fait parce qu'il avait pas le choix pour survivre, et que de toute façon il savait très bien que la sentence allait arriver et qu'elle allait arriver de la part de Daryl. Donc Daryl décide de le laisser en vie, mais néanmoins voilà, il en veut toujours, même s'il pardonne entre guillemets vite fait, enfin il pardonne, à mon avis il pardonne mais il oublie pas, je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il lui a dit que de toute façon s'il revenait il le butait. Néanmoins Negan lui il ne lui pardonne absolument pas ce qui s'est passé, et pour lui c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux qui est enfermé, et la même chose pour Maggie, puisqu'en plus elle a encore plus de raisons de lui en vouloir. Donc à la limite les deux personnages ça je comprends, mais Daryl je trouve ça un peu n'importe quoi, dans le sens où on a déjà détesté le personnage pendant une grande partie de la saison, et là de nous le faire détester encore la saison prochaine, je vois pas l'intérêt en fait. Genre juste Maggie ça suffisait, sachant que Maggie elle a quand même par rapport aux comics beaucoup de chats à fouetter dans la prochaine saison. Est-ce qu'on nous met ça pour pouvoir nous distraire et nous dire bah oui mais au final les chuchoteurs vous les attendiez, on va vous mettre un autre conflit en attendant, ce genre de choses. Je pense que justement ça va être une distraction, qu'on va avoir peut-être quelques petits épisodes, voire 2-3 épisodes qui vont être centrés sur justement ce désaccord entre Maggie et Rick. En tout cas, de là à avoir de là ce que Maggie veuille la mort de Rick et Michonne, absolument pas, ça c'est clair. Néanmoins, on peut s'attendre à ce qu'elle veuille récupérer Negan, hein. Peut-être qu'elle s'introduise Alexandria avec Jesus qu'en plus un maître clairement dans tout ce qui va être furtif, hein. Donc lui, aller chercher Negan et tout, ce serait totalement possible pour lui donner une bonne leçon. Et le conflit pourrait très bien arriver lorsque Rick se rendrait compte de la supercherie. Et donc là, effectivement, là, ça pourrait créer un conflit, mais bon, de là à ce qu'il y ait des gens qui meurent et tout, là, je pense pas du tout. Je pense que c'est clairement plus un désaccord, et que ce qui est le plus important c'est de récupérer Negan, et que ça donnerait une bonne leçon à Rick. Je pense que c'est plutôt donner une bonne leçon à Rick plutôt que de lui faire du mal ou de faire du mal à Michonne. Et je pense qu'après on aura clairement la menace chuchoteur, d'autant plus qu'on a eu quelques petits clins d'œil dans l'épisode, c'est-à-dire qu'on avait déjà la Horde, il est possible déjà qu'on ait des chuchoteurs là-dedans, mais en plus quelque chose dont je m'étais pas aperçu, et j'ai un peu honte de moi d'ailleurs, c'est quelqu'un sur Reddit qui a posté la photo, c'est le fait qu'il y avait les petits poteaux pour délimiter justement le territoire des chuchoteurs et le territoire des autres. Donc on voit dans le comics, et on voyait des poteaux similaires dans la série. Alors ça veut pas dire forcément que ce sont les chuchoteurs, mais en tout cas on ne peut pas non plus négliger ce possible clin d'œil. Donc les chuchoteurs, finalement je ne pense pas qu'ils arriveront dans Fear the Walking Dead, tout simplement parce que pour l'instant ça a pas l'air d'être dans ce délire là, enfin on allait dans cette par rapport au trailer et tout ça, et ce premier épisode, ça a pas l'air d'aller vers cette route là. Néanmoins voilà, on pourra voir donc les chuchoteurs dans la saison 9 de The Walking Dead, mais qui arriverait peut-être en milieu de première partie de saison, voire peut-être deuxième partie de saison 9, je ne sais pas, ou peut-être que la première partie de saison justement serait dédiée au conflit avec Maggie, Daryl, Jesus et les autres. Je n'espère pas, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que c'est pas intéressant. Et surtout la question que je me posais, c'est étant donné que Lauren Cohan n'a pas signé son contrat pour la saison 9, comment ça se passe si finalement elle décide vraiment de pas retourner dans la série? Comment on fait alors que normalement c'est censé être l'élément perturbateur central annoncé en fin de cette saison 8? Je ne sais pas, c'est ça toute la question. Donc là, justement, je comprends d'autant plus le fait que Gimple et les autres soient inquiets parce qu'elle n'allait pas revenir, parce que justement, c'était quand même un élément super important de ce début de saison 9. Donc là, il y a de quoi être inquiet, surtout que comment on va expliquer sa disparition? Est-ce qu'elle va, comme je le pense, au pire des cas, revenir pour juste filmer sa mort ou quelque chose comme ça? Je pense que pour les fans, elle serait capable de le faire si ça tenait juste sur un épisode. Ou est-ce qu'elle ne reviendrait pas du tout? Et dans ces cas-là, comment on explique après comment elle est morte en fait? Enfin, je veux dire, une mort d'un personnage très important qui va être raconté par quelqu'un d'autre sans qu'on voit aucun élément, ça risque d'être super délicat. Donc je me pose pas mal de questions, espérant quand même qu'elle revienne en saison 9
et plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses par rapport à Maggie et on va en parler dans les spoilers comics dans cette section qui arrive tout de suite. Pour Maggie, ça fait beaucoup d'épisodes que j'en parle, mais pour moi, Hal est le fameux Dante et si vous avez lu les comics jusqu'à là, hein, les dernières issues qui sont sorties, hein, c'est-à-dire depuis 174 jusqu'à 178, vous n'êtes donc pas sans savoir que Maggie et Dante ont une aventure en ce moment, voilà, enfin ils se mettent même officiellement ensemble dans la dernière issue. Donc pourquoi pas Maggie, une fois que le conflit serait terminé avec Rick, hein, pour finalement elle faire son deuil, parce que pour le coup son deuil de Glenn il n'a pas encore été fait. On avait vraiment l'impression qu'elle avait fait son deuil de Glenn justement parce qu'elle avait l'air plutôt sereine et tout en début de saison 8 et au final on se rend compte que c'est pas du tout le cas, qu'elle a encore beaucoup de colère et qu'elle veut que justice soit faite pour pouvoir passer à autre chose. Admettons que finalement Rick arrive à la raisonner et que finalement elle accepte que Negan vive parce que Negan va lui parler, peut-être lui dire qu'il regrette ce genre de choses qu'on n'a pas encore entendu dans la série, hein. On n'a pas entendu de je suis désolée ou ce genre de choses, hein, par rapport à Glenn, alors qu'on l'entend dans le comics. Dans l'issue dans laquelle Maggie rend visite à Negan qui se retrouve seul et tout dans une maison, là encore il lui fait comprendre, hein, que voilà, qu'il pensait que c'était la bonne solution et tout pour montrer l'exemple, mais que finalement ça l'était pas du tout et qu'il le regrette. Donc il est désolé, là on n'a pas entendu, donc je pense que dans la saison 9 on aura donc les excuses de Negan à Maggie par rapport à Glenn, qu'elle pourra donc passer à autre chose et que ce sera avec Hal qu'elle passera à autre chose. Contrairement à ce qui avait été dit par Gimple, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de différence avec le comics par rapport à ce qu'il disait, oui il y aura des choses inattendues, tout ça. Au final Negan survit et il se fait blesser de la même façon que dans les comics. Il y a toujours un retournement de situation qui fait que Negan l'a dans l'os, mais bon là pour le coup c'est plutôt Eugène que Dwight. On a Carol qui est censée être Michonne dans les comics, qui va aller avec Ezekiel au royaume, bon ça c'est sensiblement la même chose. Après voilà, il y a des choses qui vont un petit peu diverger. Déjà le fait que Dwight ne retourne pas au sanctuaire mais soit banni et donc se retrouve à l'écart de tous, ça c'est quand même très différent. Et le fait que Maggie en veuille à Rick, alors que c'est vrai que Maggie en voulait effectivement lorsque Negan a tué Glenn, hein, sur le moment d'ailleurs elle le frappe et tout ça, mais après bon elle s'en remet quand même. Et d'ailleurs lorsque Rick rend sa décision et qu'il ne veut pas tuer Negan, elle dit que de toute façon c'est certainement ce que Glenn aurait voulu, donc elle accepte. Je suis assez déçue parce que j'aurais voulu voir le long dialogue qu'il y a entre Negan et Rick avant que Rick assène le coup de couteau à Negan, là qu'on voit dans le comics. Là où Rick va dire qu'il est possible de construire beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses ensemble, d'échanger des vivres, de faire des routes sécurisées, ce genre de choses. Le fait que Rick remette en place Negan en disant oui mais t'es la personne la plus stupide du monde, nous on se battait contre les rôdeurs mais maintenant on sait s'en protéger, maintenant on a peur que de toi. Alors effectivement il le dit mais d'une façon un petit peu différente puisqu'il s'adresse aux Saviors et tout ça, mais vraiment l'affrontement verbal entre Rick et Negan, je voulais le voir, le Negan qui est totalement désemparé, qui se dit mais qu'est-ce qui je m'en prends plein la gueule en fait, vraiment Rick qui a l'ascendant sur Negan, ça je voulais le voir. Le Rick qui a l'ascendant sur Negan, ça n'est qu'au moment où il lui met le coup de couteau et à la fin quand Negan se retrouve sur le lit et qui lui dit avec Michonne. Alors par contre j'ai bien apprécié le fait qu'on ait mis Michonne dans le dialogue parce que je trouve que Michonne a quand même apporté beaucoup à tout ça, au fait que Negan survive, parce que clairement Michonne c'est la parole de Carl, hein. Clairement c'est Carl qui parle à travers Michonne, donc c'était très important, c'était comme si on avait Rick et Carl qui parlaient à Negan et qui lui disaient ce qui allait lui arriver, et donc il lui explique ce qu'il va advenir de lui. Il ne va pas mourir, il va se retrouver enfermé jusqu'à la fin de ses jours, ça c'est assez ironique. J'ai hâte de voir le Negan avec des cheveux longs et tout ça, ça va être très sympa. La question c'est, étant donné que Carl est mort, à qui va-t-il parler dans sa cellule? Je me demande si ce serait pas possible que ce soit Jadis, parce que quand même je trouve qu'il a été plutôt sympa avec elle. Je trouve que s'ils se retrouvaient dans une situation tous les deux au niveau de la décharge, c'était peut-être pour amener quelque chose par la suite, donc pourquoi pas Jadis qui effectivement rejoindrait le groupe de Rick et Alexandria et qui irait nourrir Negan et qui créerait des liens avec lui. Pourquoi pas? Je sais pas, ça peut être une idée, je trouverais ça assez original, j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, visuellement, c'était pas du tout ce que je m'attendais par rapport à ce que je voyais dans les comics. Et je trouve que ce qui me déçoit encore plus par rapport aux comics, c'est vraiment le moment où Rick va dire à tout le monde, oui, la guerre est terminée et tout ça, je trouve que ça manquait. C'était pas très épique en fait, je trouvais, bon, c'était bien parce que c'était Andrew Lincoln qui fait le discours. Et je trouve que le moment où Rick et Negan sont tous les deux déjà par terre l'un à côté de l'autre, je trouve que c'est déjà visuellement super intéressant, mais en plus quand Dwight récupère Lucille, qu'il la brandit et qui dit oui, de toute façon la guerre est terminée, on rentre au sanctuaire, c'était beaucoup plus intéressant plutôt que Rick fasse tous les dialogues tout seul et que ce soit plutôt... je sais pas, même les dialogues en eux-mêmes étaient beaucoup moins impactants que dans le comics en fait, même en termes de texte. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. En saison 9, on aura donc le fameux time jump et j'ai hâte de savoir de combien de temps il se fera. En tout cas, on sait que Maggie, Daryl et Jesus vont provoquer un conflit, mais c'est que ça se fera qu'après le time jump, hein, parce qu'elle le dit d'ailleurs, qu'ils vont construire et tout, faire prospérer la communauté et qu'après elles s'occuperont de ça. Donc on reprendra donc la saison 9, je pense,
commence à ce moment-là et je dis voilà, vers la fin de la première partie de saison, voire peut-être deuxième partie de saison, on aura donc les chuchoteurs. Je pense que ça va réellement arriver et qu'on aura ça sur une saison et demie, un petit peu plus, et que comme je le pense, la série s'arrêtera certainement là parce que là, clairement, là avec le season finale qu'il y a eu, ça risque de difficilement faire revenir les gens qui étaient déjà partis. Va donc commencer en saison 9 une nouvelle série, comme le dit Scott Gimple, hein, c'est toujours le meilleur pour faire du teasing et pour au final se rendre compte que c'était du teasing pour pas grand chose, donc j'espère vraiment que ça va être à la hauteur. J'ai vraiment hâte de voir comment les personnages vont vieillir, comment sont les communautés et tout ce qu'ils ont réussi à construire, toutes les choses qui ont changé et tout. Et là, avec Angela Kang, j'espère qu'on va remonter le niveau de la série, parce que pourtant, je suis étonnée, on avait eu quelques très bons épisodes dans cette deuxième partie de saison, et là, on est redescendu à partir de l'épisode 15, et bon, c'était pas non plus le pire épisode du monde, hein, c'était pas le pire season finale qu'il y ait jamais eu, mais bon, ça aurait pu être beaucoup mieux, je suis déçue. Et j'espère que la série va relever la tête, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons éléments, on a des super acteurs, on a un super comics sur lequel se baser. Et ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on sera beaucoup plus dans l'esprit du comics, c'est-à-dire que là on était plus, voilà, la vision des showrunners et tout que de Kirkman, et moi j'ai envie qu'on se ressente là-dessus. Je veux pas forcément qu'on fasse un copier-coller du comics, parce que je trouve que ce serait pas intéressant, mais de revenir vraiment vers l'esprit du comics, cette ambiance et tout ça, je trouve qu'on a un petit peu perdu tout ça et c'est dommage parce que pourtant voilà, on part de quelque chose de juste extraordinaire quoi. Voilà pour cette review sur l'épisode 16 de la saison 8 de The Walking Dead, ça a été un plaisir de faire ces reviews et de toute façon on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt comme d'habitude. Je fais des bisous, salut!